Bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, grand retour de l'émission sur son format originel d'interview. Notre invité est franco-libanais. Il est analyste. Il a travaillé au Centre français de renseignement avec Feu Éric Dénessé. C'est un spécialiste de l'intelligence économique. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Jamil Abou Hassi. Bonjour. Bonjour. Alors Jamil, on se tutoie, je crois, hein. Oui, On va se tutoyer, ce avec sera beaucoup plaisir. plus, ce sera beaucoup plus simple. Tu es donc, tu as donc un- tu es franco-libanais, ça? Exactement, franco-libanais depuis 2014. Si j'ai lu à la lecture de ta bio, en fait, ton profil intelligence économique, première question abrupte, en fait, vu que tu es franco-libanais, est-ce que tu as déjà travaillé pour les services libanais? Non, non, pas du tout. Parce que quand j'ai quitté le Liban en 2001, j'avais 24, 25 ans. J'étais dans un autre secteur qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et Lequel? qui était la gestion, en fait. La gestion. La comptabilité et la gestion. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu bouges, en fait, de ce secteur vers un secteur, En, En fait, j'étais dans le domaine de la gestion hôtelière et oui. je cherchais à venir en France pour continuer mes études et Des j'ai études de quoi? des études en gestion, Gestion. j'ai fait une maîtrise de sciences de gestion à l'université de Montpellier On y reviendra en fait par la suite. et Moi, puis je voudrais entre-temps, juste t'interroger oui, sur le fait que tu n'as pas travaillé donc pour les services libanais, non. mais tu me disais en off en fait que tu es presque plus français en fait que libanais. Oui, ap- après 24 ans en France et de par ma trajectoire de vie, je me sens plus je me sens plus français que libanais, même si ces dernières années, j'ai tendance à reprendre une phrase du membre de l'Immortel, Oui, Amin Malouf. oui. On lui a posé la même question il y a une vingtaine d'années. On lui a demandé s'il se sentait plus français ou libanais. Il a dit une phrase que je trouve très bien. Il a dit, j'appartiens aux deux univers dont je ne suis entièrement d'aucun. Ça veut dire, D'accord, d'accord. on, En gros, on c'est a comme si on beau te demandait de vouloir, choisir entre ton père et ta mère, par exemple. oui, voilà, oui. Ouais, c'est Et vrai. puis, on va dire Euh, que la France, c'est plus la mère des Libanais parce que dans le passé, je sais pas je sais pas si on peut dire quelques petits mots en arabe que je ouais, les bien sûr. Au contraire, en fait. la France pour les Libanais et en fait à la base pour les Libanais chrétiens, mais par la suite c'est devenu pour beaucoup de Libanais. On parle de la France comme Al-Umm al-Hanouna. Al-Umm ça veut dire la mère et Hanouna ça D'accord. veut dire tendre. Du coup Un il y a un rapport rapport assez quasi tendre. romantique Ah avec oui, la France. C'est pas, Ça a été le cas pour les chrétiens maronites dans un premier temps, mais depuis, il y a de plus en plus de Libanais et d'autres communautés. Moi, je suis issu de la communauté druze, on en reviendra. Il y oui. a, il y a eu ces dernières 20 années d'hommes ou de femmes de la communauté druze qui sont venus pour les études et qui se sont installés. Il y a même une association à Paris qui s'appelle Association Des Druzes. des Druzes libanais à Paris, Ouais, dont la majorité sont des Français maintenant. ouais. Ah d'accord. Bah, reprenons en fait après l'histoire au commencement, si tu le veux bien, en fait, Jamil. Tout simplement, avant qu'on évoque en fait ton enfance, je voulais juste réagir sur le fait que ton adresse mail que tu m'as donnée porte le nom Romain de Boissy. Et toi, tu t'appelles Jamil
Abou Assi. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce changement Euh, bicéphale? oui, en fait, euh, comme, comme, comme tu le sais, la France, elle a une culture, elle a une culture d'assimilation, même si ces dernières décennies, c'est devenu un peu Tabou. sujet à polémique. Mais c'est quelque chose auquel j'adhère plus. Toi, tu te sens plus romain que Jamil, par exemple, maintenant? Euh, Différent. non, Jamil pour le Moyen-Orient oui, et Romain pour nous. euh, pas nécessairement parce il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup d'amis français pour tout te dire, il y a beaucoup d'amis français qui ne comprennent pas trop la démarche et préfèrent de m'appeler. Mais sur ta carte d'identité figure le nom romain? Sur ma carte d'identité, il y a les deux, en fait. Il J'ai y a les gardé deux. Jamil comme deuxième prénom et Romain comme un premier. Et le nom de Boissy, c'est une sorte de francisation de mon nom de famille, en fait, ce que Alors, propose l'administration française. on Parce va que revenir. Oui, pour revenir à ça, en fait, quand on acquiert la nationalité française, l'administration française propose aux personnes naturalisées s'ils veulent franciser leur état civil. oui. Et, et moi, ma trajectoire de vie personnelle, qui a été commencée par mon frère j'ai mes deux frères qui sont aussi français, et j'ai un frère qui est devenu français avant moi, et il a Et leur changé prénom d'équipe. aussi est francisé aussi? Oui, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, revenons en fait sur l'histoire au commencement, en fait, ce que tu disais, tu parlais d'identité. En fait, on va revenir vraiment au tout début. En fait, tu es né où, en fait, Romain ou Jamil? Jamil, je vais t'appeler. Je suis, je suis né à Brazzaville en 1976. Alors ça, c'est étrange en fait, parce que on te pense en fait libanais, mais tu es né ailleurs, tu es né au Congo-Brazzaville. Oui, parce que comme beaucoup, comme beaucoup de personnes savent, il y a, il y a une diaspora libanaise importante dans plusieurs pays du monde, Oui. et notamment en Afrique. Après, la période africaine ne m'a pas trop marqué. Je dirais Donc en juste, fait, il y a une diaspora, qu'on comprenne bien, c'est une migration en fait oui. des populations en fait sur d'autres territoires. Et là, donc, du coup, la diaspora à Brazzaville en fait s'est implantée en fait au Liban, à Non, peu près, en c'est fait, une notion. c'est des Libanais qui ont Des émigré Libanais. en Afrique, en Ah, fait. qui ont immigré en Afrique, c'est ça, Oui, pour expliquer oui, en fait en effet ta oui, naissance là-bas, ouais. oui, oui. D'accord. Oui, oui. Mon père, comme mon père, il cherchait un avenir meilleur et du coup, il est allé en Afrique dans les années 60, au début des années 60, en fait. Et il est allé au début au Nigeria, mais il n'est pas resté longtemps. Et puis après, il s'est installé à Brazzaville. Et au Qu'est-ce qu'il fil, faisait dans la vie en fait, ton papa? mon père, il était restaurateur. Parce Restaurateur. il Et a, ta mère? dans un premier temps, il était restaurateur en Afrique et par la suite, il est devenu agriculteur au Liban. Et D'accord. ma mère, elle a toujours été institutrice, en fait. Ah Ma mère, d'accord. elle était prof Donc d'arabe et de géographie. un environnement modeste, assez Un, culturel, oui, un environnement modeste qu'on peut assimiler au Liban du à une sorte CSP. de classe moyenne, en fait, Oui. parce on habitait dans un milieu rural où où on n'a En fait, pas, tu es fils d'agriculteur, c'est ça? oui, juste, D'accord, au départ. D'accord.
Non, c'est intéressant pour la petite histoire. En fait, moi, je suis petit-fils en fait, d'agriculteur. C'est pour ça que je réagis Oui, parce sur que ça. je suis ancré, j'ai été ancré dans un milieu rural, dans la montagne libanaise. J'ai passé mon enfance à travailler dans des champs, à cueillir des fruits et légumes pendant l'été, à cultiver les Oui, champs pendant pendant l'hiver, la moisson, en fait, et puis à après. avoir euh, Où il y avait du bétail, il y à avait des avoir, oui, agriculteurs nommés. à garder du bétail qui était utilisé aussi Quel souvenir tu as de ça, en fait, pour toi? C'était chiant ou c'était plus intéressant, en fait, ce contact avec la nature, etc. sur, en fait, si je reviens enfant, si je me souviens, en tant que souvenir d'enfance, je n'aimais pas, en fait. D'accord. J'avais j'avais un, j'avais un souvenir comme quoi il y avait Il y a un côté péjoratif, en fait, dans ce que... Enfin, il y avait un sentiment, sentiment peut-être il y avait dégradant. un sentiment de honte tel qui est exprimé dans les écrits de Annie Ernaux ou Ouais. Édouard Louis, Toi, en parce tout que, cas, tu te voyais ailleurs. Tu ne voyais pas faire oui, comme ton père, oui, oui, agriculteur, par exemple. oui, oui, parce Quel que était ton souhait à l'époque mon de souhait à, vocation, mon souhait à l'époque, c'est de quitter, ton milieu familial, oui, de quitter mon milieu familial, de quitter le Liban? mon milieu social. Il y avait une sorte de honte de milieu social. C'est c'est Ah quelque oui, chose que maintenant je suis plutôt fier ouais, c'est vrai. de ce milieu rural et de ses valeurs, en fait. Mais à Parce que, l'époque, tu le vivais comme étant, oui, à tu l'époque, je n'étais pas à le ta vivais place. Tu n'étais mal. pas à ta place. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que le Liban, il y a une sorte de culture capitaliste libérale qui fait que on fait euh, la réussite, c'est une réussite matérielle et toutes ces valeurs que maintenant elles deviennent des valeurs essentielles, la valeur de l'ancrage à la terre, la valeur de Du travail, l'importance du travail. Et ça, d'extérieur, maintenant, je commence à me dire, en fait, c'était pas mal. c'est pas mal. Et, et surtout, j'en Sur une veux à fierté. cet esprit très capitaliste, matérialiste libanais qui m'a Qui t'a fait croire que c'était pas bien. que c'était pas bien d'être, que Ouais, c'était c'est pas ça. bien Donc modeste, en fait. tu avais honte en fait et maintenant tu te repens entre guillemets en fait Oui, pour dire bah voilà finalement j'en suis fier de mes origines de mon hérédité en fait oui, et au contraire et tu critiques presque de manière acerbe en fait le régime capitaliste en fait que oui, c'était. exactement. Euh, donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé en fait sur le plan scolaire en fait? Donc tu as fait des études de gestion, c'est ça? Oui, j'ai fait un BTS de gestion au Liban qui m'a permis d'être accepté à l'Université de Montpellier en maîtrise de sciences de gestion. J'ai travaillé un petit peu dans le secteur de gestion hôtelière. Quel a été le point de bascule en fait sur lequel à un moment donné tu te tournes vers ces métiers en fait d'intelligence économique? En fait, c'est tout un hasard. En fait, euh, j'ai voulu je cherchais un master en fait pour, euh, pour continuer mes études. Et, euh, et j'avais deux options, en fait. Enfin, j'allais dans deux directions. Il y a la direction de faire un master en audit, qui était la suite logique Hmm. de mes études. Mais, mais j'ai toujours aimé la science politique, l'histoire. Et donc, Pourquoi? parce que
j'ai toujours aimé lire l'histoire. Je me suis toujours intéressé à l'histoire, aux cartes, à la géographie. Quelle Euh, était ton première interrogation géopolitique, par exemple, à l'époque? Tu t'es intéressé, par exemple, au en- Liban, forcément, à la guerre au Liban, enfin, quand j'étais petit, je lisais beaucoup les journaux. ouais, Ma mère, ma mère qui était prof d'arabe à une époque, elle me d'accord. faisait écouter les discours, les questions au gouvernement qui étaient retransmises en direct. Et Oui, donc enfin finalement, elle n'était pas si classe moyenne que ça. En fait, finalement, elle était assez culturelle à te pousser en en- fait. hmm, oui, mais justement, c'est Elle pour ça que avait un j'ai, côté, elle avait un côté didactique où elle sentait, elle avait beaucoup d'espoir ou d'inspiration pour toi en fait. oui, parce qu'en fait, en fait, ma mère, elle était l'une des premières femmes druzes à avoir été en garde à vue dans les événements de mai 68 Ah oui. quand elle était jeune. Et ma grand-mère maternelle, elle était dans une école de jésuites. Et du coup, Ouais. c'était l'une des premières, c'est ma grand-mère maternelle qui était assez cultivée. Elle a étudié le français et l'anglais. Elle faisait partie des rares personnes, des femmes françaises, des femmes druzes, avoir Euh, étudié tout simplement ou donc étudié le français aussi. il y a l'importance des femmes à travers ton discours. En fait, on sent quand même que les femmes ont joué un rôle prépondérant. Est-ce que Oui. il y a une libération progressive de la femme en Iran? J'allais dire en Iran en fait parce que c'est un lapsus, mais au Liban, Euh, oui, on peut dire que on peut dire que la femme libanaise, euh, libérée. elle est, elle est, elle est plutôt libre. Après, voilà, on reste dans une société communautaire où, Ouais. malgré une image de femme libre, parfois il y a encore beaucoup à faire pour l'égalité homme-femme Hmm. au Liban. Bien. Peut-être la société, les individus eux-mêmes, ils sont plus en avance par rapport aux lois, aux lois du pays, en fait, en gros, en termes d'égalité homme-femme, en fait, en gros. On va avancer en fait sur le parcours. Ton sujet de doctorat à l'Institut d'études européennes de Paris 8. Et qu'est-ce qui t'a Oui. motivé en fait à le choisir? En fait, comme comme je t'ai expliqué, j'avais deux options, soit un master en audit, et soit j'ai déposé aussi une candidature pour un master en relations internationales. Et j'ai été accepté dans les deux, et j'ai pris le risque Hmm. de, d'aller vers un master en relations internationales. Je me souviens, je me souviens à l'époque que mon entretien, il était avec le directeur de ce master, un certain Pascal Boniface. Ah oui, donc de Et l'Iris, oui, de l'IRIS. Et le directeur de l'Institut des l'IRIS, recherches stratégiques en fait, oui, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. et, euh, et, au fi- et quand j'ai commencé, euh, et quand j'ai commencé ce master, j'avais un prof qui était également chercheur à l'IRIS, spécialiste des relations entre le Moyen-Orient et les États-Unis, qui s'appelle Baram Mikhail. Et on a beaucoup sympathisé. Il m'a proposé un poste de stagiaire comme assistant de recherche à D'accord, et l'IRIS en c'est à ce parallèle avec. moment-là, en fait, quelles ont été tes principales missions en tant que l'assistant de recherche à l'IRIS, justement, en Oui, fait, oui. et comment tu les as vécues, en fait, ces missions, les principales? C'était c'était quelque chose de nouveau pour moi, mais c'était très intéressant. Ça m'a permis ça m'a permis vraiment de plonger dans le vif du sujet de la recherche académique parce que parce que le sujet de mon travail, euh, c'était sur le chiisme au Moyen-Orient. C'était,
En fait, mon travail consistait à participer à une étude stratégique qui a été, qui Et a été le schisme au Moyen-Orient, pour qu'on comprenne, c'est entre qui et qui? le schisme. C'est Le schisme, en fait, au Moyen-Orient, mais par rapport à quoi cette séparation, En ce fait, fossé? quand je dis chiisme, je parle de la communauté chiite au Moyen-Orient Ah, qui, d'accord. qui est à la base, qui est à la base un chiisme au sein de l'islam. Et c'était Entre au les début de chiites et les l'islam. sunnites. Et il y a eu cette division à la base qui était politique et qui par la suite, les, euh, les belligérants, ils ont essayé de trouver des différences théologiques entre eux. Et du coup, on arrive maintenant à à une, à deux groupes majoritaires, à deux groupes au sein de l'islam, les Oui. sunnites et les chiites. J'ai dit majoritaire parce que D'accord. Pour que les gens comprennent, par exemple, Oussama Ben Laden, c'est c'était un sunnite, c'était un pas un chiite. sunnite. Un Oui. sunnite. D'accord. Et les chiites, par exemple, un des représentants, en fait, chiites au Liban, c'est qui? Bon, en fait, la figure chiite la plus connue à l'international, c'est l'ancien chef de Hezbollah qui a été tué cette année, c'est Hassan Nasrallah, en fait. D'accord. Ça, c'est un D'accord. chef politique ça, c'est un chef politique et militaire et religieux. Mais en termes de figure, en termes de figure purement religieuse chiite et qui est connue à l'international, c'est euh, c'est c'est Sistani en Irak, en fait. D'accord. Après tes premières expériences, en fait, tu t'es spécialisé dans des domaines très pointus, en fait, ceux du renseignement, en fait, avec ton entrée au centre, ton travail, en fait, au centre français, en fait, de Je renseignement, recherche. de recherche de renseignement, le Oui. CF2R. Est-ce que tu peux nous tresser, sans bien entendu déflorer le secret de ces recherches, en fait, nous dire exactement comment ça s'est passé, en fait, des impressions? En fait, en fait, il faut savoir que le CFDR, c'est un petit centre, en fait. Qui a la forme qui a le statut d'association, Oui. qui a été créé par feu Eric Denessé au début des années 2000, je crois, il me semble. Eric Denessé, c'est lui qui t'a recruté ou c'est Euh, toi qui es allé le oui, voir? en- je ne sais pas si on peut parler de recrutement parce que De rencontre? c'était pas un travail rémunéré, en fait, en gros. D'accord. Et en fait, en quelque sorte, le CF2R, c'est une sorte de vitrine pour les chercheurs, en fait. Hmm. Soit ce sont des retraités qui ont décidé d'être, Ce centre, en fait, a été taxé, en fait, de position pro-russe. Qu'est-ce que tu as à dire, en fait, dessus, toi? en fait, ce centre, il est associé à son fondateur, président, Oui, Eric, euh, Denessé. Eric Denessé. Et lui, il avait ces positions-là. C'était pas le cas, peut-être, c'était pas le cas d'autres chercheurs Ouais. Tu veux de- dire, en fait, qu'il faut arrêter de généraliser, en fait, oui, parce qu'ils sur sont pas toute la tous. ligne. Après, quand on Il regarde faut les bien faire le publications du distinguo CF2R, entre... tout le monde ne travaille pas sur le conflit russo-ukrainien. À commencer, par exemple, par exemple, moi, à titre personnel, je m'intéresse pas à cette question et je peux pas prétendre de la connaître, en fait. Peut-être je, peut-être je la connais à travers, si par exemple, tu me poses des questions sur les répercussions de ce conflit sur le Moyen-Orient, je peux en parler, je peux en Hmm. parler longuement et en assumant Ton point de vue?
mon analyse et mon point de vue, mais si tu vas m'interroger si tu me poses des questions sur le déroulement de ce conflit au niveau opérationnel, je ne serai pas en mesure de te répondre parce que je ne connais Ouais, pas. C'est le bien cas sûr. peut-être d'autres chercheurs Chacun a du sa système désert, en spécialité. fait. Chacun a sa spécialité. Après, après, je profite de cette interview pour un peu faire un petit témoignage personnel sur Eric Denessé. Chacun, hum, il avait, il avait il avait le mérite de donner libre parole à chacun des membres de CF2R. En fait, on avait, Hmm. euh, Tu veux dire qu'il ne brisait pas, en fait, non, en fait, par un dogmatisme. il imposait pas son point de vue. Et c'était quelqu'un avec qui on pouvait discuter de tout, même si on n'était pas d'accord avec lui, on pouvait, on pouvait parler de tout. D'ailleurs, c'était un peu ça c'était ça sa vision de choses. Il fallait discuter avec tout le monde, en fait, en gros. Alors, actuellement, tu es consultant en intelligence économique et risque et conformité. Est-ce que tu Oui, peux nous traduire un petit peu ton activité, comment ça se passe, ta spécialité, ce que tu fais et ce que tu veux faire? d'accord. OK. En fait, quand j'ai rencontré Eric Denessé, c'était en 2014, je quittais j'étais en recherche d'emploi tout en étant indépendant après avoir quitté un poste de chef de projet veille au sein de la société, au sein de la société Iremos. Peut-être ceux qui écoutent l'émission, ça leur dit quelque chose, cette Oui, société, moi, parce que, ça me parle, parce que cette mais... société, elle a été rachetée récemment Hmm. par un groupe qui monte en puissance en ce moment dans le domaine De lieu. de la sécurité, interception, Oui, qui s'appelle Vision. chef vision. D'accord. Et Remos, c'est une société qui était spécialiste. C'est une société qui a été créée par des gendarmes du GIGN qui faisaient des audits sécuritaires et qui faisaient des exercices de gestion de crise. Et j'ai été embauché dedans avec une autre personne parce qu'on avait fait on avait fait un projet de veille monde au sein d'un département de recherche dans une école de commerce lilloise, l'EDEC, en fait. Et l'objectif, c'était de créer des outils de veille et en parallèle faire de la due diligence. Après, Alors attends, juste 30 secondes pour ceux qui nous écoutent, en fait, et qui ne sont pas des spécialistes. En fait, qu'est-ce que c'est que la due diligence? la due diligence, c'est son nom français, on peut traduire son nom par étude d'honorabilité. Les études d'honorabilité, elles peuvent être faites sur des personnes physiques Ou des ou des biens? personnes morales. Oui, ou Ça a des pris postes. de l'essor, ce genre de travail, avec toutes les lois anticorruption, anti-blanchiment, comme Sapin 1, Sapin 2, et puis toutes les lois Hmm. américaines ou toutes les lois britanniques. Et en fait, il y a de plus en plus des procédures qui obligent tout acteur économique à vérifier l'honorabilité de ses partenaires, euh, qu'ils soient des personnes physiques ou morales. C'est un travail qui est fait aussi au niveau public. Par exemple la haute autorité de la transparence Hmm. de la vie politique, elle fait ce même travail, en fait, aussi. Elle vérifie, elle vérifie l'honorabilité des acteurs politiques. Par Donc exemple, après, tu faisais de la due diligence en fait avant oui, pour oui, ces oui, gens-là, oui, du renseignement d'affaires, en fait, oui, de l'intelligence économique. Donc on a bien compris en fait ce phénomène et les motivations en fait qui t'ont amené
à faire ceci. Quels sont les thèmes principaux que tu abordes en fait dans tes articles et tes diffusions, tes Dans ouvrages? les articles que j'ai écrits Oui, en, euh, en fait, c'est surtout axé sur le Moyen-Orient. Au début, euh, je voulais revenir sur une expérience ancienne qui a aussi motivé euh, et forgé un peu une spécialisation dans l'analyse des médias au Moyen-Orient, en fait, parce que j'ai travaillé pendant 10 mois, 9 à 10 mois, comme, comme comme responsable adjoint du bureau Maghreb au Moyen-Orient au secrétariat général de Reporters sans frontières. ah oui, je savais pas. Mm, C'était en 2007. d'accord. C'était, oui, c'était 2007, c'était 2007-2008. Mm. Et c'était à l'époque où l'association elle était dirigée par Robert Ménard. Et en parallèle à ce travail, il y avait, ce travail, il était intéressant parce que j'étais toujours en contact avec des correspondants dans tout le Moyen-Orient. J'écrivais des communiqués des presses, mais aussi des brefs sur les atteintes. En fait, Sur... là, tu avais un vrai boulot journaliste, quoi, au final. Oui, 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 Ouais. oui, oui. Un Moi, vrai boulot journaliste, en fait, à RSF. moi, j'étais stagiaire, j'avais pas le statut des journalistes, mais les permanents à Reporters sans frontières, ils ont un statut de journaliste, ils ont la carte de journaliste. Oui, très bien. Autre chose sur ton parcours, en fait, que tu souhaiterais aborder ou on passe, en fait, aux questions de la deuxième partie? Si tu veux évoquer, Euh, en fait, un sujet, en fait, que je n'aurais abordé, en fait, non, notamment, en fait, sur la partie, donc, on a bien compris, en fait, je que voulais tu as finir, une je voulais connaissance du juste monde finir par arabe. une phrase. Oui. Pardon. Ah bah, je vais te laisser la parole après sur la deuxième partie, et puis après, tu auras le mot de la fin sur lequel, en fait, tu pourras évoquer D'accord, bien sûr. librement, en fait, ce que tu souhaites. En fait, tu as une connaissance du monde arabe, en fait, qui est reconnue, en fait. Quelle région, en fait, du monde arabe, en fait, sur lesquelles tu es particulièrement spécialiste? On a eu peut-être le Liban, c'est clair. Oui. Mais Euh, est-ce qu'il y a d'autres lieux géographiques, en fait, d'autres territoires, en fait, sur lesquels tu maîtrises? en fait, je peux dire que je maîtrise tout le Moyen-Orient et inclus les pays du Golfe. Par exemple, je travaille de plus en plus sur les pays du Golfe, en fait. Je, D'accord. j'ai beaucoup étudié le conflit israélo-palestinien. Ouais. Euh, J'ai vu qu'il y avait des travaux sur Gaza, en fait. oui, j'ai pas vraiment euh, j'ai pas vraiment des articles typiquement Sur Gaza. sur Gaza, mais plutôt, j'ai toujours intégré la question palestinienne dans Dans mes tes analyses. réflexions. Comme on a discuté, je suis, je travaille sur un article pour analyser le post 7 octobre dans une sorte d'analyse géopolitique un peu sous le titre général du changement de paradigme géopolitique au Moyen-Orient et du coup dans une sorte d'analyse prospective de ce qui pourrait se passer dans les rapports des forces actuelles et futures au Moyen-Orient et poser la question et poser la question de prolifération étatique au Moyen-Orient. En fait, est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se un passe, par risque exemple? d'explosion? Qu'est-ce qu'on doit entendre par prolifération étatique, en fait, Le pour que terme les gens prolifération, comprennent bien? le terme prolifération étatique a été utilisé après 1945, car il y a eu, il y a eu des structures étatiques euh, qui se sont modifiées
L'exemple le plus connu, c'est l'exemple des Indes, où, Oui, où l'Inde, euh, où les Indes sont transformées en Inde et Pakistan ouais, sur une base religieuse. Et puis après, il y a eu une explosion du Pakistan sur une base ethnique avec la formation du Bangladesh. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé de prolifération étatique. Ça veut dire qu'il y a il y a une sorte d'augmentation des États officiels. Plus récemment, on a eu le Soudan du Sud. Et puis, euh, et puis au Moyen-Orient, depuis euh, depuis le discours de Condoleezza Rice, la secrétaire d'État, oui, la, oui, c'est pas, elle n'est pas secrétaire d'État, elle est la conseillère à un la conseiller. sécurité nationale de George Bush dans les années 2000. Elle a parlé d'instabilité constructive et du coup, elle a parlé de modeler la région la région du Moyen-Orient. Certes, certes, ce projet n'a pas pris, mais, euh, mais maintenant, avec ce qui se passe en Syrie, surtout entre le régime et la communauté druze, Hmm. il y a beaucoup de personnes qui se rappellent d'un ancien projet français, d'un État druze en Syrie, en fait. Les Druzes, est-ce que tu peux nous évoquer rapidement en fait leur histoire et l'enjeu en fait? En fait, les Druzes, c'est une communauté qui a fait un schisme, encore un, Ouais, encore un. euh, un schisme au sein de la communauté ismaélienne, au sein de la communauté ismaélienne, qui est elle-même un schisme au sein de la communauté chiite. Un schisme d'un schisme. Oui, on peut dire que les Druzes sont des anciens chiites, en fait, en gros, D'accord, d'accord. et qui ont Et fait qu'est-ce qu'ils un souhaitent? schisme au sein de la communauté chiite et sur une base d'interprétation des textes religieux. En fait, ils ont voulu faire une sorte de synthèse de toutes les religions monothéistes Oui. et ça a été très mal vu surtout par des sunnites qui l'ont considéré comme des hérétiques. Et donc, ils ont quitté, ça c'est apparu en Égypte. Euh, et donc, ils ont quitté l'Égypte, ils sont réfugiés dans les montagnes euh, Palestine, ce qu'on appelle la Palestine géographique, Palestine, palestinienne et libanaise, d'où la présence, d'où la présence des Druzes dans ces trois pays, en Syrie, au Liban et en Israël. Euh, euh, D'accord, on a bien compris en fait donc l'impact en fait des Druzes en fait sur la région. Actu en fait maintenant une actu toute fraîche en fait de Georges Ibrahim Abdallah oui. qui a été libéré après 40 ans de détention à la suite de la décision de la Cour d'appel jeudi 17. Donc voilà, le Libanais condamné pour complicité de l'assassinat terroriste en 87, on va dire, va quitter la prison de Lannemezan en Haute-Pyrénées et va être expulsé vers Beyrouth le 25 juillet. Comment tu réagis par rapport à ça, en fait? C'est c'est une affaire très ancienne. Hmm. C'est l'un des détenus, c'est des, l'un des plus anciens détenus en France. Il y a, il, il y a il y a des comités qui œuvraient pour sa libération, que ce soit au Liban ou que ce soit en France même, parce il a purgé, en fait, il a purgé sa peine Hmm. 40 ans, depuis, très depuis longtemps. longtemps, mais il y a souvent eu je ne sais pas si on peut appeler ça des pressions, mais il y a souvent eu des pressions israéliennes et américaines sur la France Hmm. pour ne pas le libérer. Hmm. Euh, euh, et surtout,
Est-ce Surtout que israélienne, parce il est un symbole, en fait, euh, en quelque sorte au Liban. Et, et surtout, hum, en fait, en fait, est-ce que tu sais si à quoi étaient dus en fait les attentats terroristes en fait qui ont été imputés à sa personne? Tu te rappelles de ça en 87? Il faudra peut-être qu'on je crois vérifie. que c'est des attentats qui faisaient partie qui faisaient partie de la diplomatie dite terroriste des Iraniens qui utilisaient Ouais. euh, qui utilisaient des personnes libanaises pour perpétrer pour perpétrer des attentats en France ou ailleurs. Je crois qu'il faisait partie de ça parce qu'il faisait partie d'une organisation communiste qui, qui était, euh, qui était liée aux Iraniens de par ses origines chiites, en fait, en gros. D'accord. Ok. Parce Avant qu'en que fait, il faut savoir euh, la résistance, la résistance islamique au Liban, qui est l'autre nom de Hezbollah, elle a un caractère religieux maintenant. Mais il faut savoir qu'avant la formation de Hezbollah dans les années 80, la résistance contre Israël, elle était laïque, elle était communiste en fait. Et de ces étendards, l'un des figures de cette résistance communiste, c'était Georges Barim Abdallah, en fait. Donc, ah, d'accord. c'est, et c'est pour cela il y a parmi les personnes qui ont œuvré pour, euh, pour sa libération en France, c'est des comités qui peuvent être liés à la gauche française, la gauche radicale. Ça peut Très être à bien. la FI ou certains membres du parti communiste. Je voulais, hum, il y a, il y a l'une des analyses l'une des hypothèses qui pourrait être valable pour sa libération, et sa non-libération passée, en fait, euh, il y a un organe médiatique de Hezbollah qui s'appelle Al-Akhbar, qui est un journal au Liban, qui œuvrait beaucoup pour sa libération et il utilisait ce sujet parfois pour envoyer des messages critiques Hmm. envers la France. Et je crois les Israéliens, ils n'ont pas voulu refaire la même erreur parce qu'il y avait aussi un, il y avait aussi un Druze emprisonné en Israël Hmm. et Israël l'a libéré à une époque donnée. Il a été récupéré par le Hezbollah euh, et pour faire pour faire de la communication anti-israélienne. Et finalement, les Israéliens, ils l'ont tué par un missile. Et donc, les Israéliens, ils n'ont pas voulu que la libération de Georges Ibrahim Abdallah soit utilisée comme un outil de communication de Hezbollah. Et donc, ils ont essayé de bloquer sa libération. Et maintenant que le Hezbollah, il est en Hmm. pleine dégringolade et Hmm. il est visiblement affaibli, ils ont considéré que sa libération ne poserait pas un impact stratégique d'un point de vue médiatique. Et donc sa libération, c'est devenu possible, en fait. D'accord. Avant qu'on conclue cette émission passionnante en fait sur les abords franco-libanais, en fait, je vais te laisser le mot de la fin. Ce que tu peux dire ce que tu veux, euh, dans la limite, bien entendu, de Laurence. Donc, je voulais commencer par te remercier pour ton invitation et pour tes questions qui m'ont permis d'expliquer un peu en détail mon parcours et à expliquer un peu cette interconnexion entre l'analyse politique et l'intelligence économique. Je voulais revenir sur un détail au début de l'émission
j'ai certes, j'ai certes commencé une thèse, mais que je ne l'ai pas terminée pour des raisons, pour des raisons personnelles. Et je parlais de cette interconnexion entre l'analyse politique et l'intelligence économique parce que je voulais reprendre ma thèse sur cette thématique, en fait, trouver une connexion entre La thèse, l'analyse. ce serait l'étatisation, c'est ça, de la société libanaise. Oui, en fait, la thèse, la thèse, ça sera sur la thématique de l'intelligence économique comme un outil de gouvernance, euh, en travaillant en prenant l'exemple du Liban, euh, comment Hmm. l'intelligence économique, le renseignement d'affaires, la gouvernance pourrait, pourrait impacter positivement la politique et comment pourrait aider à une construction nationale et politique. Parce que mon sujet initial, c'était sur la faisabilité de la construction d'un État au Liban, parce que je partais du postulat que le Liban n'est pas un État et n'est pas un État-nation, un État Hmm. au sens théorique du terme. Et je cherchais à savoir comment les différents acteurs politiques pourraient œuvrer pour construire cet État, en fait. Eh bien, très bien, en fait, Jamil, merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Pour la conclusion, on a bien vu ton profil d'analyste, en fait, de spécialiste de l'intelligence économique. Ta double nomination, en fait, Jamil et Romain. En fait, j'ai préféré t'appeler Jamil, en fait, tout le long, en fait, de cette émission. Et ces méthodes d'investigation, en fait, aux zones clandestines, maintenant, on a l'habitude de démêler le vrai du faux avec ce proverbe que j'ai noté libanais. Mensonge orné vaut mieux que vérité mal dite. Les zones clandestines, c'est terminé. Un bon été à tous, en bonne intelligence. Merci de nous avoir suivis. Merci, Jamil. Merci à toi.